Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce 15e, je crois, webinaire de la JE. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux avocats, Maître Laure Abramovitch et Jérôme Greff, qui sont des co-auteurs, puisque c'était une équipe nombreuse, des co-auteurs du premier guide pratique destiné à aider les avocats, et éventuellement les magistrats et la communauté de juristes, à participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, on peut se dire que le droit de l'environnement, c'est un droit qui est particulièrement dynamique, il évolue beaucoup. Certains osent même dire qu'il est devenu trop complexe. On pourrait dire la même chose du droit du travail, par exemple. Et donc, pour éviter toute déconnexion entre le législateur et les praticiens du droit, le Conseil national des barreaux, donc l'organe qui rassemble les avocats, l'ordre des avocats, a demandé à toute une équipe d'avocats spécialisés de rédiger ce guide pratique dont Laure Abramovitch et Jérôme Greff vont vous présenter tout de suite les tenants et les aboutissants. La parole est à vous, cher maître, au pluriel. Oui, bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous voyez bien la présentation? Est-ce qu'elle est bien partagée? Oui, oui, Parce que tout à fait. pour ma part. Ok. Je propose dans ce cas, hop, on commence. Donc, on va vous présenter le guide, donc la part de l'avocat dans la préservation et l'amélioration, pardon, de l'environnement. Euh, Excusez-moi, j'ai un petit bug. Voilà. On va vous présenter donc le guide pratique. Donc on abordera la jeunesse, la genèse pardon, de ce guide, puis comment devenir avocat en droit de l'environnement, aussi les enjeux éthiques aujourd'hui qui se posent à nous, les différents rôles que peuvent avoir les avocats dans la transition écologique, et enfin donc l'environnement juridique de l'avocat, donc présenter certains acteurs et les différentes procédures à mobiliser. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat au fil de la présentation. Et je laisse tout de suite ma consoeur Laura Abramovic nous présenter la jeunesse du guide. Merci Jérôme, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais Jérôme, tu apparais sous mon nom. Je ne sais Ah, pas si pourquoi mon nom apparaît deux fois, mais donc je ne suis pas Jérôme Greff et vice-versa, vous l'aurez compris. Euh, alors Abraovic, je suis avocate au barreau de Dijon et puis on y reviendra sur nos parcours à un autre moment. Mais le constat quand on est sensibilisé par ces questions environnementales qui sont cruciales et que vous connaissez bien, hein, on ne va pas les détailler parce qu'il y a d'autres choses, je pense, plus originales par la suite. Mais en tout cas, il y a un constat qui est partagé, qui est celui de la justice qui est à ce jour insuffisamment saisie dans ce domaine-là et qui est pourtant essentiel pour pouvoir prévenir, sanctionner et réparer les atteintes à l'environnement. Donc l'avocat a évidemment dans ce contexte-là un rôle qui est fondamental, d'autant qu'il y a certaines branches du droit qui se développent et qui connaissent un essor sans précédent parce qu'on a de toutes nouvelles procédures qui se mettent en œuvre de manière assez croissante, comme en matière pénale notamment, mais dans les autres dimensions du droit civil et public aussi, évidemment. Le droit de l'environnement, c'est une matière qui est complexe, qui est transversale et qui nous conduit à travailler avec tout un écosystème qui est pas le même que quand on est un avocat un peu dans des domaines plus classiques, droit de la famille, droit des affaires, et qui nécessite de mobiliser des acteurs et des services qui sont spécifiquement formés. Et donc, dans ce contexte-là, notre rôle doit évidemment évoluer et on doit surtout être formé pour pouvoir avancer en même temps que la musique et de manière concertée avec les magistrats, les associations qui sont très formées, elles aussi, on y reviendra. Et donc, le premier contexte est celui-là, c'est-à-dire un premier décalage qu'on a constaté entre l'accélération des atteintes à l'environnement et un statu quo des formations des avocats sur ce sujet-là.
Le titre que vous avez peut-être vu passer de ce guide se réfère directement à l'article 2 de la Charte de l'environnement qui, comme vous le savez, a une valeur constitutionnelle qui inscrit un devoir d'agir qui s'impose aussi bien à l'État qu'aux citoyens et aux entreprises et qui nous impose de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Donc, c'est en écho direct à cette charte qu'on a voulu intituler le guide qui s'inscrit pleinement dans comment eh bien, l'avocat prend cette part-là et comment mettre en œuvre ce principe essentiel de la charte. La démarche du CNB, donc c'est ce que vous disiez juste avant. Le CNB, donc c'est le Conseil national des barreaux qui représente, qui est notre organe national, hein, puisque les barreaux français sont territoriaux et donc le CNB représente l'ensemble des avocats de tout le territoire français. Et au sein du CNB, il y a plusieurs commissions thématiques et a été créé il y a 2 ans maintenant par notre consoeur Laurence Roch, ce groupe de travail droit de l'environnement qui a une vocation, comme on le disait, à être un peu transversale parce que la matière se veut transversale et à faire travailler ensemble des avocats, des magistrats, des universitaires, des juristes d'associations également pour pouvoir établir un état des lieux en matière environnementale et ensuite de fixer une feuille de route sur les travaux de ce groupe de travail pour pouvoir accompagner au mieux la profession, les former et voir ensemble quels pourraient être les leviers d'action pour aller plus loin ou résoudre des problématiques même procédurales qui peuvent paraître anodines, mais qui pour nous sont parfois compliquées. Et donc ce guide a vocation à offrir un premier panorama de l'ensemble de ce dont je vous parle depuis le début, qui présente les enjeux de la matière, mais aussi tous les acteurs et les outils juridiques pour agir puisque vous le vous le verrez, on présente dedans tous les contentieux qui peuvent être mobilisés aussi bien en urgence que des procédures à plus long terme. Et donc, c'est un outil qui se voulait exhaustif, mais qui ne l'est pas, parce que c'est une matière tellement mouvante qu'on ne peut pas on l'a sorti très rapidement, hein, en plus en à peine un an. Il a une vocation exhaustive, mais il ne l'est pas. Mais il est une première entrée pour un avocat ou toute autre profession comme la vôtre pour se familiariser avec ces enjeux-là. Et puis les avocats un peu plus aguerris qui auraient besoin d'avoir une idée de stratégie à mettre en place. Le fait de présenter toute la typologie procédurale, ça peut donner des idées à des dossiers qui peuvent être un peu bloqués pour plein de raisons sur ces différents volets. Voilà, donc évidemment, c'est une première version qui a vocation à être bonifiée au fil des années. Il y en aura d'autres. On a prévu aussi des modèles qui pourront être joints pour les confrères pour pouvoir systématiser un petit peu les procédures. C'est une première étape qui, évidemment, n'est donc toujours pas exhaustive ni définitive. Alors, le deuxième point qu'on va aborder, c'est comment on devient avocat en droit de l'environnement. Bien évidemment, il y a une formation universitaire initiale de base. On a pu constater quand même un renforcement des Master 2 en droit de l'environnement au fil des années, depuis le début qu'il existe. Maintenant, on est à largement plus d'une dizaine de Master 2 en droit de l'environnement sur toute la France. On a pu constater aussi le développement de diplômes universitaires qui sont spécialisés, donc des DU. Et aussi, à côté de ça, dans cet écosystème universitaire, il y a le développement aussi des cliniques juridiques environnementales pour la mise en pratique qui permettent justement aux étudiants de pratiquer concrètement le droit de l'environnement. Ça permet de les suivre sur des projets. Et donc, à ce titre, on a pu mener avec Laura Abramovic et Sébastien Mabille, un autre confrère, un projet avec la clinique juridique de Sciences Po sur les atteintes aux défenseurs de l'environnement. Donc, on a pu aborder cette thématique-là avec des étudiants et donc organiser des travaux sur cette thématique des libertés associatives et des atteintes aux défenseurs de l'environnement. Concernant l'accès à la profession d'avocat,
C'est une profession donc, qui est réglementée. C'est un accès, donc l'accès au concours est réservé aux titulaires d'un master 2 en droit ou équivalent. On passe un concours d'entrée et après, la formation est délivrée dans des écoles, donc des centres régionaux de formation à la profession d'avocat. Il y en a 11 en France et donc cette formation, elle se passe en 3 temps avec des 6 mois de cours fondamentaux et au cours desquels justement on entrevoit un petit peu, on a des ateliers pratiques sectoriels sur le droit, mais malheureusement encore trop peu sur le droit de l'environnement. On a 6 mois de projets pédagogiques individuels et donc c'est l'occasion pour les futurs avocats d'aller découvrir des institutions autres que les cabinets d'avocats dans lesquels ils sont voués à exercer. Et donc, c'est l'occasion d'aller découvrir soit le tissu associatif ou le tissu institutionnel autour des politiques publiques de l'environnement, que ce soit du coup au niveau des ministères, des services déconcentrés, mais aussi en collectivité. Enfin, les métiers qu'on peut entrevoir peuvent être vastes à ce moment-là. Et donc, 6 mois en stage de cabinet d'avocat qui nous permettent après de pratiquer concrètement le droit de l'environnement. Je ne sais pas si Laure, tu souhaites ajouter quelque chose sur la formation. Non, simplement vous dire que, bah, comme tu disais, Jérôme, effectivement, d'une école à l'autre, il n'y a pas du tout les mêmes modules qui sont présentés, qui sont proposés aux élèves avocats. Et typiquement, le droit de l'environnement n'est pas dans le cursus qu'on retrouve partout. Donc, il y a des écoles d'avocats où le droit de l'environnement n'est absolument pas abordé. Alors effectivement, ça fait partie de nos constats et des enjeux concernant la formation initiale. C'est que le droit de l'environnement, comme vient de le dire Laure, c'est un droit qui reste marginal dans la formation initiale, généralement présenté à la marge d'autres matières que sont le droit public ou le droit de l'urbanisme. Je me souviens en école d'avocat, j'ai eu une intervention qui a duré 3 heures à peine sur le droit de l'environnement. Donc c'est très difficile de se faire une idée de ce qu'on peut faire aussi en tant que juriste et même en tant que futur avocat en droit de l'environnement, parce que c'est une matière qui est assez transversale, complexe et riche à la croisée entre le droit public, le droit privé. On en retrouve même dans le droit des affaires, dans le droit des collectivités. Enfin, c'est vraiment une matière qui embrasse l'ensemble des autres. Et donc, on a constaté aussi la nécessité de développer un réflexe environnemental et une culture juridique écologique au sein des écoles des avocats, euh, pour que chacun des futurs avocats qui ressortiront de ces écoles puisse prendre leur part justement dans cette préservation de l'environnement. Alors au niveau de la formation donc continue, on a pu constater donc les avocats, vous le savez sans doute sont ou pas, mais sont soumis à une obligation de formation continue. On doit réaliser 40 heures de formation continue sur deux années civiles. Et donc, dans ce cadre, on a pu constater au niveau national une dynamique qui est en forte progression concernant les formations continues qui sont délivrées aux avocats. Donc, un vrai intérêt pour les avocats à la formation sur ces thématiques du droit de l'environnement. Et donc, l'école de formation des barreaux à Paris a lancé en 2024, à ce titre, hein, le premier cycle qualifiant stratégie contentieuse en droit de l'environnement. Et donc, on a pu constater voilà, un nombre d'heures de formation délivrées qui est en nette augmentation. On est passé de 46 heures en 2018 à plus de 227 heures de formation continue en 2024. À côté de ça, il y a la possibilité pour les avocats de se spécialiser, de passer donc une spécialisation en droit de l'environnement qui a vocation à valoriser l'expérience et l'expertise des avocats. C'est un certificat donc, qui est accessible après 4 années d'expérience en la matière avec un entretien de validation qu'on passe devant un jury mixte, avocat, magistrat, universitaire, et aussi donc une obligation annuelle de 10 heures de formation continue dans cette spécialité. Et je ne sais pas si Laure, tu souhaites ajouter un petit mot sur ce sujet. Non, mais on avait dit que peut-être on pourrait partager nos parcours pour donner un exemple
Ben, nos exemples perso, quoi. Vas-y, Jérôme. Alors, donc, pour ma part, je me suis dirigé assez classiquement. Donc, effectivement, j'ai fait un master 1 en droit des affaires et puis après, j'ai réalisé que l'économie sans la prise en compte de l'environnement, ça n'avait pas de sens. Alors, je me suis tourné vers un master 2 en droit de l'environnement et qui m'a mené en fait à faire un stage dans une association de protection de l'environnement. Et on en reparlera. Et c'est là que j'ai découvert le droit de l'environnement, la pratique du droit de l'environnement, ce que c'était que d'être juriste en environnement au sein d'une association, ce qui m'a mené à passer le concours d'entrée à l'école des avocats. Donc c'est cette première expérience-là qui m'a mené à devenir avocat en droit de l'environnement. Et donc au cours de ma formation initiale, j'ai pu entrevoir au sein de mon stage PPI dont on parlait tout à l'heure. Je suis allé dans une grosse association de protection de l'environnement au niveau national, donc qui est Greenpeace France, et donc j'ai pu voir comment marchait une grosse association au niveau national et comment on utilisait l'outil du droit dans le cadre de la réalisation de l'objet statutaire de l'association. Et donc après, j'ai eu diverses expériences en cabinet, en droit de l'environnement, avant de retourner dans le monde associatif et là, plus récemment, de créer mon cabinet d'avocat. Et Laure, si tu souhaites nous en dire plus un petit peu sur ton parcours. Oui, alors moi, c'est très différent. En fait, ce qu'on constate sur les premières générations d'avocats en droit de l'environnement, c'est qu'on n'a pas du tout des parcours linéaires ni classiques, tout simplement parce qu'à l'époque, en tout cas, moi, de ma formation, il y avait peut-être une formation en France qui faisait une maîtrise de droit et un DEA de droit de l'environnement. Mais en fait, la plupart, on s'est formé après. Pour ma part, moi, j'ai fait une maîtrise de droit public assez classique et ensuite un DEA Liberté Fonda. Donc là encore, rien à voir. Et j'ai entrepris de faire une thèse en droit de l'environnement en n'ayant jamais fait de droit de l'environnement parce que ça m'intéressait. Donc je me suis formée un petit peu toute seule. C'était une thèse financée par l'ADEME. Je me suis formée toute seule sur la matière avec mon directeur, mes directeurs de thèse évidemment. J'ai enseigné assez rapidement parce que il n'y avait pas d'enseignants en droit de l'environnement dans les universités à cette époque-là, en tout cas pas assez. Et puis après, je voulais surtout pas devenir avocate, donc j'ai été ingénieure de recherche à l'université et un jour, je me suis rendu compte que je ne servais pas à grand-chose. Donc là, j'ai décidé d'intégrer l'école du barreau de Paris. En ayant le doctorat, on a une passerelle pour intégrer directement l'école. Donc j'ai fait mes 18 mois d'école, mais sans avoir à passer le concours d'entrée en tout cas. Voilà. Et puis ce métier m'a passionnée et donc j'ai aussi créé mon cabinet en 2021 maintenant et c'est mon activité quasi exclusive. Et depuis, j'ai aussi suivi un DU en droit répressif de l'environnement. Pour le coup, il n'y en a qu'un seul qui existe pour l'instant, donc droit volet pénal. Et il n'y a eu qu'une seule promo, la promo dont j'ai fait partie 2020-2021. Il est suspendu et il devrait, avec le travail notamment du groupe de travail, on devrait arriver à le réactiver à partir de 2026. Voilà. Ce qui est surprenant quand on vous écoute, c'est que d'un côté, on constate que le contentieux autour du droit de l'environnement est très important et qu'il va croissant. Et d'un autre côté, vous nous dites que finalement, vos confrères et consoeurs sont extrêmement mal formés à ce droit de l'environnement. Et là, on découvre même que beaucoup de vos écoles de formation initiale ne dispensent aucun enseignement sur ce sujet. Alors, comment expliquer une telle situation et qui décide de ce que les avocats, enfin les apprentis avocats doivent apprendre ou pas? Alors justement, pour aller plus vite, on n'en a pas parlé, mais dans le groupe de travail, Laurence Roch est aussi dans le groupe de travail formation du CNB et donc a monté un travail avec pour le coup l'ensemble des écoles d'avocats pour pouvoir bouger ces choses-là. Alors ce dont je vous parle sur l'absence de formation,
C'était vraiment à mon endroit de mes années, donc c'est-à-dire 2000, 2005. Ça a quand même, c'était il y a 20 ans. Donc ça a bougé depuis. Et il y a quand même une offre universitaire qui a vraiment explosé et avec des spécialisations selon les universités assez différentes et intéressantes selon qu'elles se situent sur le littoral ou en montagne, etc. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien aujourd'hui, ce serait pas juste de dire ça. Et sur le côté école, ben ça, c'est les maquettes, elles sont définies en interne. Donc effectivement, c'est le boulot du CNB que d'aller alerter sur là où il pourrait y avoir des lacunes et des offres à renforcer ou à proposer nouvelles, quoi. Alors, quand on est jeune avocat et qu'on découvre ce groupe Avedalos du droit de l'environnement, quelles sont d'abord les premières difficultés? C'est un droit dont on n'a aucune notion, où il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se raccrocher. Quels sont les sujets qui vous semblent être les plus urgents à enseigner à vos futurs confrères et consoeurs? Alors, oui, question complexe, mais c'est vrai que la première problématique à laquelle on est confronté la première fois qu'on va toucher du droit de l'environnement, c'est que c'est un droit vraiment qui est transversal, qui touche à différentes matières. Il faut réussir à jongler entre les notions de droit privé, les notions de droit public, et puis se raccrocher, aller au-delà aussi des sources nationales du droit, puisqu'il y a une bonne partie du droit de l'environnement qui est issue du droit européen. Donc, il faut arriver aussi à jouer avec le droit européen et donc le cadre des directives et des règlements qui peuvent éventuellement s'appliquer. Donc ça, c'est la première, la première problématique, c'est la transversalité de ce droit. Et puis, la deuxième thématique, enfin la problématique à laquelle on est confronté, c'est la technicité aussi de ce droit, puisque ce droit est en partie aussi un droit d'ingénieur qui fait appel à des textes assez complexes quand on touche à des fonctionnements d'installations industrielles, le fonctionnement d'un barrage. Ce sont des réglementations aussi spécifiques, sectorielles, qu'on retrouve dans le droit de l'environnement. Et donc, le droit de l'environnement aussi fait appel à des connaissances, en tout cas, nécessite une acculturation à des connaissances à la fois scientifiques aussi, la compréhension aussi de sciences, de l'économie, donc finalement fait appel aussi à d'autres matières. C'est vraiment une autre difficulté à laquelle on peut être confronté. Une recommandation qu'on pourrait faire auprès justement des écoles d'avocats, c'est de développer justement le volet formation initiale en droit de l'environnement. Euh, c'est important pour nos futurs confrères, car même si on exerce dans un autre domaine du droit, on peut risquer d'y être confronté. Je pense par exemple aux connexions qui se font assez vite entre le droit immobilier, le droit de l'urbanisme et puis aussi toutes les normes environnementales qui vont s'imposer aux autorisations d'urbanisme qui sont délivrées avec tout un empilement de schémas et de contraintes en fonction des risques naturels qui peuvent poser sur une installation, sur une maison, des risques technologiques, des impacts potentiellement de l'imperméabilisation des sols sur les zones humides. On est confronté, quoi qu'il en soit, aujourd'hui à de la réglementation environnementale. Je ne sais pas si Laure, tu souhaitais ajouter. Non, mais juste sur le volet entrée dans la matière, on a un code quand même depuis 2000, donc ça permet de voir que la matière est jeune, hein. Si on met en perspective le code civil Napoléon 1804, code de l'environnement 2000, forcément on voit à quel point c'est une matière qui est encore toute neuve et la complexité se retrouve dans la manipulation des textes, c'est-à-dire que le code de l'environnement s'applique en matière environnementale, mais c'est pas le seul, puisqu'on a aussi le code rural, le code forestier, le code pour le coup de l'urbanisme qui contient aussi des matières environnementales, le code pénal, le code de la santé publique. Et donc, c'est la première difficulté, c'est que il y a des renvois sur des matières environnementales qui sont dans d'autres codes, et à l'intérieur de ces codes-là, des dispositions, on a des renvois
dans les textes, soit à un autre endroit du code, soit dans un autre code. Donc, on a une entrée qui pourrait, a priori, être simple parce qu'il y a un code, mais pour autant, c'est pas si facile que ça. Donc, l'entrée, oui, on se rattache à des choses qu'on connaît, le droit des obligations qu'on a appris, le droit public qu'on apprend. Évidemment, on manipule toutes ces données, toutes ces informations, en tout cas les régimes juridiques classiques qu'on apprend à l'université, c'est les mêmes qu'on mobilise en droit de l'environnement. Simplement, c'est des spécificités qui s'ajoutent et qui vont croissant dans le, le- le volume des textes adoptés quotidiennement, qui font que ça rend la matière complexe. Mais sinon, le socle de départ est à peu près similaire. Là où il y a une évolution et où le droit de l'environnement a ses limites, c'est par exemple sur la réparation des préjudices, mais on y reviendra après, la réparation des préjudices en matière civile. euh, on sait comment ça fonctionne. Tout est inscrit dans le code civil. On a une chose, enfin, ou un être humain, un objet, qu'on rentre dans des cases et on sait comment réparer. En matière environnementale, là où il y a eu une grosse évolution jurisprudentielle, c'est sur la réparation du préjudice écologique, puisque l'environnement ne rentre pas dans une case objet comme l'être humain ou un membre ou un œil ou une naissance avortée. Donc, c'est toute cette évolution qui se fait et qui se fait encore hein, au niveau doctrinal et jurisprudentiel. Mais là, on avance en même temps, c'est-à-dire qu'on a aussi dans le groupe de travail du CNB un sous-groupe consacré à la réparation du préjudice écologique parce que l'état actuel de la jurisprudence n'est pas satisfaisant ni pour les magistrats, ni pour les avocats, ni pour les personnes qui sont accusées, mises en cause d'avoir causé un préjudice écologique, ni pour celles qui en demandent la réparation. Donc, c'est très mouvant et ça rend la matière d'autant plus passionnante. Alors, on a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé du contexte dans lequel vous évoluez. Est-ce qu'on peut parler aussi du guide? Comment est-il séquencé? Qu'est-ce qu'on y raconte? Est-ce qu'il est complet ou est-ce qu'il y a des chapitres qui devront être complétés dans les années qui viennent? Oui, bah alors c'est ce qu'on avait commencé à vous faire, c'était la présentation qu'on suivait un petit peu depuis le début. Effectivement, la première partie est consacrée à la formation. Ensuite, on a un volet sur la déontologie, donc on y vient là. Et ensuite, on va vous dérouler les autres chapitres dans la suite de la présentation. Et donc, c'est ce que je vous disais en introduction. Effectivement, c'est une version un peu martyre qui a vocation à évoluer, à s'enrichir, à être mise à jour, à être complétée parce qu'il manque plein de choses. Et voilà, donc qui va évidemment évoluer. C'est la version 1. Jérôme, tu veux compléter ou j'enchaîne sur le Oui, volet? non, non, on peut reprendre, poursuivre le fil de la présentation du guide. Donc voilà, là, après la formation, nous, on a une profession, comme vous le savez, qui est réglementée, donc qui est soumise à une déontologie assez stricte. Donc forcément, si on fait du droit de l'environnement, ben, on se pose assez rapidement la question de où se situe notre déontologie dans cette matière-là. Est-ce qu'on a une obligation ou au contraire, on doit se retenir d'accompagner certains acteurs ou est-ce qu'on doit avoir un devoir d'obligation d'information renforcée vis-à-vis de nos clients? Ça, c'est très personnel pour chaque confrère qui exerce. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'exigence particulière. Évidemment, on a une profession qui est indépendante. C'est un de nos principes essentiels. Donc, on ne peut pas imposer strictement. Il y a des confrères qui sont plus ou moins engagés dans cette dynamique-là, qui peuvent intégrer une démarche RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale volontaire à l'intérieur des cabinets, donc dans leurs pratiques qui vont, je ne sais pas, s'imposer de venir à vélo, de ne pas imprimer, voilà, des petits gestes du quotidien, mais adaptés à une structure cabinet. Bon, si on est dans une structure individuelle, ça peut paraître peanuts, mais pour les plus gros cabinets, ça peut être beaucoup plus conséquent. Euh,
Mais la question se pose de la tenue du dossier. Pour le coup, on est vraiment dans le cœur d'activité. Le CNB a produit une charte de l'avocat citoyen responsable pour faire un autodiagnostic de sa propre façon de travailler et d'exercer la profession. Mais voilà, c'est des choses qu'on interroge assez régulièrement de est-ce qu'il faut qu'on décale le curseur vis-à-vis de notre propre façon de travailler et de nos clients ou pas. Jérôme, peut-être tu peux dire, toi, ton Euh, approche. Oui, oui, moi, ben, effectivement, nous, notre approche avec mon associé, ça a été donc à la fois, effectivement, comme l'expliquait Laure, ça peut provenir d'une éthique personnelle et d'une démarche volontaire de la part du cabinet. Donc, la limite des déplacements au strict nécessaire, enfin, voilà, de la numérisation des dossiers. Mais aussi, nous, on s'est engagé dans les choix de nos dossiers au moment d'accepter un dossier. On regarde si c'est une société qui nous saisit, si la société a pu commettre éventuellement des infractions environnementales ou non. Et on choisit dossier par dossier, on s'est fixé pour ligne de conscience au sein de notre cabinet d'accepter que des dossiers qui auraient un impact plutôt positif sur l'environnement. Mais ça, c'est un choix personnel qui relève de chaque avocat. Et donc, on peut se retrouver dans des situations où, pour vous donner un exemple concret, nous, on a pu accompagner des porteurs de projets d'énergie renouvelable. Il y a des dossiers sur les énergies renouvelables, quand c'est des dossiers qui sont mal localisés, qui ont trop d'impact paysager ou sur la biodiversité, la vie faune, bah, ça nous est arrivé de refuser des dossiers parce qu'on considérait qu'ils avaient trop d'impact sur l'environnement, que c'était trop négatif et qu'on ne souhaitait pas du coup s'associer à ce dossier-là. Et pour autant, ça ne nous empêche pas quand des dossiers sont bien montés, de choisir de travailler donc avec des porteurs de projets. Donc on est parfois confronté à des contradictions, mais c'est intéressant quand même de se questionner sur sa pratique en tant qu'avocat. Quand on délivre un conseil juridique à un client, ou dans le choix de ces dossiers, on est quand même aussi responsable. Nous, en tant que juriste, on a un impact sur la société. Et je trouve ça intéressant, voilà, de mener ces questionnements éthiques et déontologiques et d'insérer l'activité d'avocat dans sa responsabilité sociale entière au sein de la société. Et justement, bah, ça nous amène aux différents rôles que peut avoir l'avocat dans la transition écologique. Les rôles sont aussi multiples qu'il y a de cabinets et enfin de dossiers en tout cas différents. On a des pratiques qui peuvent être très différentes. C'est un métier qui est très riche. Donc on abordera 3 points. Le rôle de l'avocat dans l'application et le respect du droit de l'environnement et de la transition écologique, le rôle de l'avocat dans le respect des textes dits ESG, et le rôle de l'avocat défenseur de l'environnement. Et donc, Laure, si tu souhaites prendre la parole sur, je crois qu'on avait dit que c'était toi qui prenais la parole sur ce sujet. Non, je fais celle d'après. Mais on peut échanger si Oui, tu veux non, bien, mais oui, c'est ça. très bien. Alors, le rôle de l'avocat, pardon, dans l'application du droit de l'environnement et de la transition écologique. Lorsqu'on rédige une consultation et qu'on est sollicité par nos clients, par des sociétés, on se doit d'apporter bah, justement une réponse qui soit assez simplifiée face à un droit environnemental qu'on a dit de plus en plus complexe et d'essayer d'apporter des solutions concrètes à nos clients. Notamment, on a ce rôle d'aider les entreprises à appliquer cette séquence ERC, quand je le disais, concernant des projets. Donc, éviter les impacts sur l'environnement. Si on ne peut pas les éviter, les réduire au maximum. Et si on ne peut pas les réduire au maximum, malheureusement, du coup, c'est de compenser ces impacts sur l'environnement. On a aussi vocation à sécuriser juridiquement des décisions stratégiques d'entreprise, à anticiper les risques juridiques qui pèsent pardon, sur les entreprises à l'occasion de différentes opérations.
L'avocat peut aussi intervenir en tant qu'auditeur de conformité pour anticiper les risques environnementaux qui pèsent sur les entreprises dans le cadre de leur construction de plans d'action. Il peut piloter ou accompagner des audits ESG, mais ça, on en reparlera. Il y a aussi, il peut faire un appui de veille juridique sur le secteur dans lequel évolue une entreprise pour l'aider à anticiper des évolutions de la réglementation, à réduire les risques ou à répondre à ces questionnements face à ces nouvelles réglementations. Mais ici, l'avocat peut aussi avoir un rôle de médiateur et de facilitateur, de faire le lien justement entre les entreprises, les autorités publiques, les différents experts, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes quand on fait face à des projets. On peut penser par exemple aux projets en matière d'urbanisme. Enfin, quand ça fait intervenir en fait tout un tas d'acteurs, l'environnement, l'avocat voilà, peut être médiateur et facilitateur et encourager la concertation et la médiation entre ses clients et les différentes parties prenantes. On peut passer à l'avocat auditeur et certificateur ESG. Vous m'entendez? J'ai été coupée, je Oui, crois. oui, oui, t'étais coupé, ouais. Ouais, désolée. Oui, bah, peut-être on va aller un peu vite parce que je vois l'heure défiler, donc j'ai peur qu'on n'aille pas au bout. Simplement vous dire que l'avocat, évidemment, son principal métier, c'est d'être avocat, mais il y a des nouveaux métiers qu'on appelle les nouveaux métiers de l'avocat qui nous permettent de diversifier nos activités. Vous les connaissez peut-être. On a maintenant l'avocat mandataire immobilier, l'avocat mandataire sportif, l'avocat mandataire d'artiste qui nous permet d'avoir des activités complémentaires à l'exercice d'avocat. Et donc, depuis récemment, on a aussi l'avocat auditeur de durabilité. Qu'est-ce que c'est que l'auditeur de durabilité? Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive CSRD, donc pour Corporate Sustainability Reporting Directive, il y a des obligations de mise en œuvre des ESG dont parlait Jérôme juste avant. ESG, donc c'est pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc l'auditeur, certaines entreprises sont soumises à des obligations de publication. Et donc avant de se faire euh, contrôler euh, par les tiers, elles peuvent avoir un audit et donc l'avocat désormais peut être auditeur de durabilité pour réaliser cet audit-là. On vous passe sur la formation, etc., mais ça fait partie des nouveaux métiers de l'avocat qui peuvent être intéressants. La seule condition étant qu'on ne peut pas être à la fois avocat de l'entreprise et avocat auditeur de la même entreprise. Voilà. Et donc enfin le rôle de l'avocat, défenseur de l'environnement. Laure aussi, oui, si tu souhaitais aborder ce point et je compléterai éventuellement. Oui, bah, quand on est avocat défenseur de l'environnement, c'est notre cas à Jérôme et moi, hein, puisque vous l'avez compris, on peut se situer à différents endroits selon la nature de nos clients et les dossiers qu'on a et notre positionnement personnel. On a une vocation quand on est défenseur de l'environnement à représenter aussi l'intérêt général et non plus seulement les intérêts particuliers. Et donc, on peut intervenir aussi bien pour du conseil préventif que au stade contentieux et ça déborde même parfois souvent sur les droits fondamentaux, le droit de l'environnement étant désormais consacré comme une liberté fondamentale. Et donc, ça nous conduit à accompagner des acteurs très différents, des acteurs économiques bien sûr, mais ça peut aussi être les collectivités et les associations, on y reviendra après. On a une jurisprudence qui explose grâce au rôle de ces parties-là dont je viens de parler, beaucoup grâce aux associations qui font qu'il y a un accompagnement qui doit se faire aussi en prenant en compte les spécificités de fonctionnement d'une association. Peut-être je vais plus vite pour aller sur la suite, mais si tu veux compléter. Non, non, on va passer à la suite.
On tenait à vous présenter, donc dans le guide, vous aurez donc une présentation des différents rôles donc, que l'avocat peut tenir et vous pourrez approfondir si vous le souhaitez. Et aussi, donc, le guide a vocation à présenter l'environnement donc, juridique de l'avocat, l'environnement dans lequel va évoluer l'avocat au cours de sa pratique du droit de l'environnement. Et donc, on a tenu à présenter quelques acteurs pour que nos confrères puissent s'y retrouver. Et donc, Laure, je te donne la parole. Oui, alors les PRE, vous en avez peut-être entendu parler, ils ont été créés par la loi du 24 décembre 2020 et entrés en fonction, on va dire, en 2021. Il y a un pôle régional en matière environnementale dans le ressort de chaque cour d'appel. Et qu'est-ce que font les PRE? Eh bien, ils ont une compétence obligatoire en matière civile. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le tribunal est saisi d'un dossier dont l'objet est l'enjeu environnemental, eh bien, c'est le PRE, le juge civil du PRE qui doit être saisi. Et le PRE ont une compétence subsidiaire en matière pénale. Subsidiaire, ça veut dire que eh bien, c'est le parquet général qui doit être saisi en premier et qui peut se dessaisir au profit du PRE en considération de plusieurs éléments, dont la complexité, la technicité de l'affaire et certaines thématiques, certains enjeux pénaux aussi qui peuvent se présenter dans les différents contextes. Donc, les PRE, on a pour chaque PRE un parquet avec un assistant spécialisé pour le volet pénal et pour le volet civil, normalement, il y a un juge civil qui est dédié au fonctionnement du PRE. La deuxième typologie d'acteurs qu'on va rencontrer en tant qu'avocat, ce sont bien évidemment les associations de protection de l'environnement qui jouent un rôle majeur justement dans la protection de l'environnement et notamment au niveau juridique. Elles sont bien souvent à l'initiative de contentieux, que ce soit sur le terrain civil, pénal, administratif, constitutionnel. Elles sont à l'origine aussi de plaidoyer aussi sur le droit de l'environnement. Il y a des associations de l'environnement qui peuvent être agréées. C'est une reconnaissance du sérieux des associations. Donc, il y a un agrément au niveau national, au niveau régional et à des échelons aussi territoriaux, au niveau départemental. Ces associations agréées, elles disposent donc de compétences étendues. Elles peuvent participer aux politiques publiques en matière d'environnement. Elles ont un intérêt à agir facilité devant le juge administratif. Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre justement de procédures judiciaires. Donc, elles déposent bien souvent plainte ou se constituent partie civile, donc alertent aussi les services éventuellement de police sur des situations d'infraction environnementale. Elles jouent un véritable rôle justement de progression du droit de l'environnement et donc ce sont des acteurs incontournables aussi pour les avocats. Dans ce panorama de notre environnement, il y a aussi l'Office français de la biodiversité. Alors, l'Office français de la biodiversité, c'est la fusion de l'ex-ONEMA, Office de l'eau et des milieux aquatiques, et de l'ex-ONCFS, Office national de la faune captive et sauvage. Entre-temps, il y a eu l'AFB aussi, Agence française de la biodiversité. Bref, aujourd'hui, c'est l'OFB qui est un interlocuteur assez fondamental, surtout sur le volet pénal, puisque ils ont des connaissances et des techniques de recherche assez précises sur la biodiversité, et ils ont aussi des compétences en matière de police de l'environnement. Dans des domaines assez précis, hein, sur les pollutions de l'eau notamment, les espèces protégées et d'autres, mais je ne rentre pas dans le détail à ce stade, mais tout est dans le guide. Donc l'OFB est mobilisé pour les enquêtes quand il y a une suspicion d'infraction environnementale. On retrouve aussi donc les DREAL, qui sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce sont des services donc déconcentrés du ministère. Leurs compétences donc, couvrent l'ensemble enfin, des politiques publiques environnementales, prévention des risques naturels et technologiques, protection de l'environnement, aménagement durable du territoire, logement, transport, c'est assez vaste et surtout on les retrouve aussi, elles ont la compétence en matière de contrôle des installations classées, donc elles interviennent aussi donc sur les risques industriels.
Ça, c'est les autres types d'acteurs auxquels on peut être confronté, mais c'est vrai que c'est plus original que pour un avocat qui est plus généraliste. Les experts environnementaux, évidemment, on a besoin d'expertise, comme vous le disiez, Jérôme, c'est des matières très techniques qui mêlent des connaissances géographiques, géologiques, géothermiques, hydrologiques, etc. Nous, on n'est que avocats, donc évidemment, on a besoin de s'entourer d'experts. Depuis la même loi de 2020, qui a créé les PRE, il y a désormais des experts environnementaux qui sont inscrits sur les listes des cours d'appel, comme pour une expertise sur un autre sujet, mais jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Donc, ça montre une avancée supplémentaire. Des commissaires de justice spécialisés aussi. Là encore, il y a les commissaires de justice qui font de tout et désormais, il y a un label spécifique supplémentaires pour faire des constats environnementaux avec des commissaires de justice qui sont spécialisés, formés pour identifier et verbaliser de manière très spécifique les atteintes à l'environnement. Et évidemment, les enseignants-chercheurs et les centres de recherche qui produisent de la doctrine, qui organisent des colloques, des réflexions, des publications qui sont parfois des sources assez essentielles pour faire œuvre de pédagogie auprès du juge, parce que justement, ces matières sont tellement techniques qu'il faut pouvoir expliquer précisément de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que euh, voilà, une atteinte ou une pollution, en quoi elle consiste concrètement sur une atteinte piscicole, par exemple, euh, et quelles sont les conséquences. Sur la suite, c'était les procédures, je crois. Peut-être, Valérie, vous pouvez nous dire si vous voulez qu'on discute, parce qu'il reste peu de temps, je crois, ou si vous voulez qu'on termine sur les procédures à mobiliser, ou Alors, si vous préférez qu'on laisse la place aux échanges. si on peut terminer en quelques minutes, terminons. Ok. On va être très rapide sur les procédures à mobiliser. Donc, juste pour vous donner une vision assez globale, comme on vous le disait, c'est vraiment une matière transversale et on est amené à intervenir à différents niveaux. On peut se mobiliser devant le juge administratif pour tout ce qui est, par exemple, de contestation des autorisations de projets qui vont impacter l'environnement et donc aller jusqu'au Conseil d'État. Le contentieux peut aussi être mené contre des normes qui seraient moins disantes au niveau national. Dès lors qu'il s'agit de décrets ou d'arrêtés qui sont pris par des ministres, eh bien, on peut les contester directement aussi devant le Conseil d'État. On peut être amené à intervenir devant le tribunal judiciaire et aller jusqu'à la Cour de cassation, que ce soit dans le cadre d'engagement de la responsabilité civile ou donc au niveau pénal. Mais aussi, on a donc le bénéfice et la possibilité d'intervenir devant le Conseil constitutionnel en déposant des questions prioritaires de constitutionnalité pour contester la loi dès lors que on est dans le cadre d'un litige où on considère que les dispositions légales poserait une question de constitutionnalité vis-à-vis des principes qui sont établis au sein de la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Et puis enfin, il y a d'autres institutions. Donc bien évidemment, il y a la Cour de justice de l'Union européenne. On peut être amené dans le cadre de contentieux, à déposer des questions préjudicielles dès lors que il y a une interprétation qui n'est pas très claire du droit national et que ce droit national doit mettre en œuvre le droit européen. On peut déposer justement, donc demander à ce que soient posées des questions préjudicielles à la Cour. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme que l'on peut mobiliser une fois que les voies de recours internes sont épuisées. Peut-être que Laure, tu souhaiteras compléter sur ce point. Et enfin, on a aussi, donc encore au niveau européen, la Commission européenne, dès lors qu'on considérerait que la France serait en manquement vis-à-vis du droit européen, on peut déposer plainte auprès de la Commission européenne. Alors, ce n'est pas une procédure juridictionnelle, mais en tout cas, c'est une procédure qui reste à disposition des avocats et qu'on peut mobiliser. Et enfin, le comité Arus et puis d'autres comités onusiens, on vous le disait, le droit de l'environnement, il y a ce lien avec différentes libertés fondamentales. Et la convention d'Arus est vraiment une convention pilier en matière d'environnement. Elle garantit en tout cas les piliers de la démocratie environnementale, accès à l'information, participation du public et accès à la justice. Et donc, on peut être amené à saisir ce comité onusien aussi, qui fait partie de ces procédures à mobiliser pour l'avocat environnement, qu'on ne mobilise pas tous les jours.
Laure, si tu souhaites compléter ou si tu veux qu'on passe. Non, non, ouais, on va peut-être plutôt laisser du temps pour les questions, mais simplement Oui. vous dire que voilà, le panel des procédures est celui-là. Et nous, ben, c'est une réflexion de chaque instant de savoir quelle est stratégiquement la plus efficace selon la nature de l'atteinte, l'urgence, le portefeuille du client aussi, évidemment, ça tient, on en prend compte aussi. Est-ce qu'on a les moyens de financer une expertise ou pas? Et donc de déclencher l'une ou l'autre des procédures. Merci pour votre attention. Et puis, on est là pour répondre à vos questions. Merci à vous deux. Moi, j'avais, pour commencer cette séance de questions-réponses, j'avais une question, bon, presque un pas de côté, mais quand même. Vous avez parlé de l'importance et de la diversité des sources qui font le code de l'environnement. Est-ce que vous en voyez arriver d'autres? Je pense évidemment à ce qui pourrait s'apparenter à un code du climat et peut-être, pourquoi pas, un code de la biodiversité. Laure, je te laisse répondre si tu veux. C'est que je réponds. Non, mais en fait, ces questions sont déjà dans le code de l'environnement, hein. Le code de l'environnement est structuré par thématique sur les atteintes à la nature, la réglementation sur les installations industrielles, etc. Il y a un code de l'énergie aussi, dont je n'ai pas parlé, mais qui s'ajoute sur tout le volet énergétique par typologie d'énergie d'ailleurs. Donc, c'est tous ces croisements, mais qui existent déjà en réalité. Évidemment, la législation existe et elle est codifiée sur ces enjeux-là. Donc, à mon sens, il n'y a pas besoin d'un nouveau code spécifique. C'est déjà assez compliqué comme ça de s'y retrouver. Donc, je vais vous poser la question parce que pour ce qui concerne le climat en particulier, on voit qu'il y a une bonne partie de la jurisprudence qui est d'origine ou européenne ou internationale, et on voit que ça peut quand même influer sur le droit national. Je pense aux arrêts aux Pays-Bas de l'affaire Ourganda qui a duré 10 ans, et on voit des choses qui sont des portions du droit qui sont influées par les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour internationale de justice plus récemment. C'est vrai qu'à long terme, effectivement, ce genre de décision, ou en tout cas les conventions internationales, peuvent amener les pays dans leurs droits nationaux à opérer justement des changements dans la législation, justement pour respecter les conventions internationales. Après, pour autant, de là à produire des nouveaux codes et un code spécifique sur le climat, il faudrait voir effectivement si ça serait pertinent. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, comme le disait Laure, c'est que c'est un droit qui est assez épars où on va retrouver des dispositions un peu dans tous les codes. Et donc, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Et après, il se pose la question, effectivement, de faire des législations spéciales. Maintenant, à chaque fois qu'on est signataire, en tout cas, d'une convention internationale, on est signataire de l'accord de Paris, il y a eu la jurisprudence de l'affaire du siècle, on n'a pas pris pour autant, après, derrière, des nouvelles dispositions enfin, spécifiques à la suite de l'affaire du siècle. Donc, il faut voir, voilà, enfin, en tout cas, je veux dire, la codification de règles dépend vraiment de la nécessité de codifier ces règles ou de voir déjà, de regarder déjà l'existant. Et déjà, je pense que la priorité aujourd'hui pour le droit de l'environnement, c'est déjà de bien appliquer l'existant, d'éviter les régressions, puisque en ce moment, on subit quand même pas mal d'attaques du droit de l'environnement, avec des régressions sur les évaluations environnementales, de moins en moins d'évaluations environnementales, de moins en moins de procédures de participation du public. On s'attaque aujourd'hui très frontalement à la démocratie environnementale, à la réduction aussi des délais de recours, donc à l'accès à la justice. Et donc, dans un premier temps, avant de se poser la question de faire une nouvelle législation, et peut-être que vous avez entendu parler aussi, par exemple, des sujets des droits de la nature, la première question, enfin, la première question à se poser, c'est de savoir si la réglementation qu'on a aujourd'hui en France, d'une part, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que son cadre déjà est bien pensé? Mais est-ce qu'elle est appliquée? Et est-ce qu'on a les moyens aussi de l'appliquer avant d'envisager des évolutions législatives? Il faut déjà commencer par bien appliquer le droit de l'environnement, se donner des moyens, en tout cas, à l'administration d'appliquer concrètement
le droit de l'environnement sur le terrain, et puis quand il n'est pas respecté aussi, d'avoir des sanctions dissuasives, mais qu'on ait aussi des juridictions au niveau judiciaire. On a parlé des PRE tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des véritables moyens qui soient donnés à la justice pour faire son travail dans de bonnes conditions, avoir un suivi de l'exécution des décisions. Je ne sais pas si Laure, tu souhaites compléter sur le point, mais... Non, non, merci. Alors, y a-t-il d'autres questions ou remarques ou suggestions? Ah, c'est toujours dur le droit de l'environnement en sortir du déjeuner. Peut-être vous en tant que, enfin, je ne sais pas s'il y a que des journalistes donc qui participent aujourd'hui, mais peut-être savoir comment vous percevez justement quand vous traitez un sujet sur l'environnement. Est-ce que du coup ça vous apparaît comme complexe d'aborder ces sujets? Est-ce que c'est trop technique? Enfin, pour vous, comment vous voyez le droit de l'environnement dans le cadre du traitement de vos sujets? Je crois que la réponse dépendra de vos interlocuteurs, mais si, pour ce qui est des journalistes spécialisés en environnement, en règle générale, on est surtout spécialisé sur un ou sur deux sujets. Donc c'est vrai que sur ces deux thématiques-là, on aura une vision, un petit vernis culturel pardon, du droit en question. En revanche, pour les autres thématiques, on sera comme le citoyen lambda, fort démuni, et on devra évidemment faire appel à un juriste spécialisé. Euh, je ne sais pas s'il y a des confrères ou consoeurs qui veulent compléter ou pas. Visiblement, ils n'ont pas terminé leur digestion. Mais c'est comme vous le disiez, c'est effectivement un droit extrêmement vaste, extrêmement complexe, qui évolue rapidement. Et donc, nous qui ne sommes pas des professionnels du droit, c'est vrai on ne peut pas suivre leurs évolutions à tous ces pans du droit au jour le jour. Donc, on est nécessairement obligé de passer, enfin, de faire appel à vous ou à des magistrats spécialisés. Évidemment. À propos de magistrats, je voulais savoir si votre guide pouvait être utilisé, peut-être pas dans le cadre de l'ENM, mais en tout cas par des magistrats qui sont amenés à traiter de ces questions-là. Oui, oui, le but, évidemment de s'appliquer au plus grand nombre, puisque bah, déjà pour les étudiants qui n'ont pas encore choisi leur orientation, mais aussi pour un magistrat qui est collé à la matière parce qu'il le veut ou qu'il ne le veut pas, ça arrive aussi. Ça peut être une porte d'entrée intéressante, surtout que on a la chance d'avoir comme contributeur dans ce guide Madame Bouvier, qui est présidente du tribunal judiciaire de Bayonne et qui a rédigé toute la partie sur les référés civils et qui exprime clairement le besoin d'être saisi en matière civile. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'avocats qui se saisissent qui saisissent le juge civil pour les contentieux. Donc, à l'inverse, si on invite les avocats à le faire, il faut que les magistrats aussi soient informés de ce qu'ils peuvent faire parce qu'on ne peut pas, le magistrat en matière environnementale a un office qui est assez strict, mais qui peut, dans le cadre de son office, notamment en matière civile, mais c'est le cas aussi en matière administrative, peut prononcer des mesures. Mais sur la typologie de mesures à prendre, si on n'est pas formés les uns et les autres, ça va être des mesures soit qui serviront à rien, soit qui vont pas être pérennes dans le temps. Donc, il faut que chacun soit formé pour qu'on puisse nous proposer des choses qui sont cohérentes et eux juger en conséquence. Vous nous disiez en préambule que le guide était encore incomplet parce que vous aviez été finalement pris par le temps. Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà des versions 2, 3 et 4 qui seront plus complètes? Et si oui, en tout cas pour ce qui est de la prochaine version, quels seront les nouveaux chapitres ou les nouvelles thématiques qui feront leur entrée?
Alors, je me permets de répondre parce que comme j'ai été un peu à l'initiative du guide, maintenant il faut que j'assume les conséquences des suites. Et je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué. C'est un super ouvrage collectif où tout le monde y a mis du sien. Mais c'est un ouvrage qui demande du temps. Et alors, on s'est pas tant fait la réflexion sur les manques en termes de chapitres ou de vraiment grosses entrées que à l'intérieur des choses à compléter sur la typologie des acteurs, par exemple, sur les procédures internationales. C'est plus à l'intérieur qu'on peut aller plus finement dans les présentations et puis peut-être proposer, c'est ce que je vous disais, des outils complémentaires comme des modèles ou une base de jurisprudence. Voilà, c'est à réfléchir. On a sorti ce guide, vous voyez, je l'ai proposé, ben, c'était il y a un an, pile poil en novembre. En septembre, il était publié. Donc, si là, on se met sur la V2, on peut se dire que pour l'année prochaine, on pourrait avoir un guide enrichi, mais en tout cas qui sera pas radicalement changé parce que je pense que la structure est assez didactique, pédagogique. Donc, on attend aussi d'avoir les retours de bah, vos retours aussi, comment vous en servez pour pouvoir ajuster derrière les modifications qu'il y aurait à faire. Est-ce qu'il y a un besoin particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous attendiez qui n'y est pas? Donc, ça, c'est à vous de vous l'approprier et de nous faire vos retours. Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que les écoles d'avocats ont effectivement toute liberté pour concevoir leur enseignement. Euh, Néanmoins, est-ce que le Conseil national des barreaux va impulser une initiative, quelque chose, pour faire en sorte que le droit de l'environnement soit un peu mieux enseigné dans ces écoles qu'il ne l'est aujourd'hui? Oui, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, Laurence Roch, qui préside le groupe de travail environnement, est aussi impliquée dans un autre groupe de travail, la commission formation, et donc s'est rapprochée de l'ensemble des écoles d'avocats pour faire un état des lieux déjà de ce qui existe en matière environnementale dans les écoles, et puis de proposer un cursus un peu plus systématique, ou si c'est pas un cursus, en tout cas des modules pour que qui est au stade de la formation initiale et de la formation continue, une offre en matière environnementale qui soit renforcée. Il y a effectivement des écoles qui n'ont aucune offre en formation initiale sur les sujets environnementaux. Je vais peut-être dire une ânerie, mais est-ce que c'est pas d'une certaine façon un peu j'ose pas dire illégal, mais enfin pas loin, il y a des textes, vous citiez la charte constitutionnelle tout à l'heure, il y a également des traités internationaux dont la France est signataire qui obligent aussi tout le monde à être informé et à participer à la protection de l'environnement ou du climat. Est-ce que c'est pas paradoxal que des écoles d'avocats soient démunies d'un tel enseignement? Si, si, c'est pour ça que le groupe de travail a tout son intérêt ici, c'était de le souligner, mais jusqu'à il y a 2 ans, vous voyez, il n'y avait pas de groupe de travail environnement au CNB, donc forcément, personne ne s'est emparé de ne serait-ce de se poser la question. Donc à partir du moment où le groupe de travail a été créé, on a déroulé l'ensemble des problématiques qui pouvait y avoir aussi bien pour accéder au métier que pour l'exercer. Et donc en termes d'accès, on s'est assez vite mis d'accord sur le constat de l'insuffisance de l'offre, euh, donc qui a permis de mettre les écoles en ordre de marche pour renforcer ou diversifier les possibilités de formation. Mais effectivement, il y avait un petit décalage euh, su- jusqu'à jusqu'à ce partenariat qui marche plutôt bien, hein. Les écoles ont très bien réagi d'ailleurs. Et si vous voulez d'autres infos, il y a sur le site du CNB, dans l'onglet consacré au groupe de travail, il y a le paragraphe consacré à la formation. Et donc, vous pouvez voir, il y a un rapport qui a été rendu par le groupe de travail sur le volet formation spécifiquement. Donc, vous pouvez voir l'état des lieux et les projets à venir. Est-ce que je sais bien que c'est pas votre profession, mais est-ce que vous savez si les magistrats ont le même manque? Est-ce qu'il y a des enseignements sur le droit de l'environnement au sein de l'École nationale de la magistrature, ou est-ce que là aussi ça pêche gravement? Non, non, les magistrats sont formés, évidemment. Bon, là aussi, il y a eu un petit retard
à l'allumage, mais aujourd'hui, il y a des formations en formation continue et en formation initiale. Moi, j'ai fait une formation la semaine dernière à l'ENM dans un cycle de formation continue sur toute la semaine. Ils proposent plusieurs cycles de formation continue pour simplement s'acculturer avec la matière et il y a un cycle d'approfondissement où là, ils ont plusieurs semaines de formation par an. Et il y a de la demande. Enfin, le cycle de la semaine dernière auquel j'ai participé, il y avait entre 70 et 80 inscrits sur toute la semaine. Alors, c'est pas que les magistrats, hein, il y avait aussi des assistants spécialisés, des greffiers, etc. Ils sont pas tous non, pas de greffiers, mais des assistants spécialisés et des magistrats du siège et du parquet. Mais ça montre, oui, oui, il y a clairement une dynamique de l'ENM pour rattraper le retard et un besoin de formation évident. Bon, c'est un petit peu comme dans les écoles de journalisme. Y a-t-il des questions Oui, ou est-ce oui que... Valérie, Oui, j'ai une question. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, pardon. Donc voilà, je suis Hélène Bouillon, donc journaliste à la JE. J'ai une petite question qui va un petit peu peut-être au-delà de votre présentation, si vous me permettez. J'ai découvert qu'il y avait une association française des magistrats pour la justice environnementale. J'avoue Oui. que je ne connaissais pas. Et je voulais voir, comme vous parliez des magistrats tout à l'heure, je voulais voir avec vous quand vous traitez une affaire, c'est forcément par secteur, j'imagine, les énergies renouvelables, une pollution ou autre. Et est-ce que vous traitez quand même des choses de manière globale, comme par exemple, là, ils vont parler la semaine prochaine, je crois, d'un gros La sujet, criminalité. la criminalité organisée environnementale. Oui, oui, bah, on se connaît avec la FJME et dont le président est Monsieur Rivaux, qui est avocat général à la Cour d'appel de Douai. Oui. Ben, Florence Bouvier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, est membre et cofondatrice de cette association-là. Donc, on travaille ensemble. Et sur la criminalité organisée, en fait, comme on vous le disait Jérôme, c'est que c'est tellement transversal qu'on ne travaille pas de manière aussi cloisonnée, thématique, énergie renouvelable, etc. Moi, pour vous donner un exemple sur une plainte que j'ai déposée il y a quelques semaines, bah, j'ai un volet destruction d'espèces protégées, j'ai un volet trafic d'espèces protégées, j'ai un volet infraction à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. J'ai un volet de destruction de preuves, et donc là, c'est du droit pénal général. J'ai un volet voilà, un volet financier aussi monstrueux. Donc non, la matière environnementale est tellement complexe qu'on ne travaille pas du tout en silo par thématique. Que dans un dossier, vous citiez l'exemple des énergies renouvelables, bah, énergie renouvelable, on va avoir des compétences en matière d'urbanisme, potentiellement eau, Biodiversité. potentiellement espèces protégées aussi. Mhm. Donc c'est pas du tout cloisonné comme l'était à l'époque de la création du droit de l'environnement par politique publique. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ouais. Et sur le volet criminalité environnementale, alors Monsieur Rivaux m'a invité, malheureusement, je participe à un autre congrès ailleurs, mais oui, oui, on travaille ensemble là-dessus, évidemment, et sur le sujet criminalité, pour le coup, qui a une dimension internationale très forte, il y a des enjeux qui sont tout autres euh, et qui doivent être connus et qui ne le sont pas assez. Donc, c'est un thème qui est hyper important et ben, je l'ai écrit ce matin, on en a reparlé, et qui n'est pas du tout assez traité. Typiquement, la criminalité environnementale, c'est le troisième, le quatrième crime le plus répandu fléché par Interpol, Mhm. après le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue C'est et énorme. le trafic d'armes. Et on ne parle pas du tout de la criminalité environnementale. Pour Ouais. répondre sur ce sujet-là. Oh, ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Oui, oui, Jérôme, oui, si oui, tu veux tout à fait. Merci compléter. beaucoup. bah, c'est sans doute parce que les plaignants sont muets. Alors, non, mais c'est, enfin, sur le volet pénal, en tout cas, on constate en France le traitement du contentieux pénal. Pour vous donner une idée sur le volume des affaires, le pénal de l'environnement, ces affaires elles représentent 1% de l'ensemble du volume des affaires traitées.
Donc, on n'en voit pas tous les jours. Généralement, le contentieux pénal de l'environnement, c'est un contentieux dans lequel il y a une surreprésentation aussi des personnes morales pour un certain type d'infractions concernant justement les infractions relatives à la législation industrielle. Bon, on a une surreprésentation des personnes morales. C'est un contentieux effectivement bon, qui commence à être un peu médiatisé petit à petit, mais c'est un contentieux voilà, qui est faible en volume d'affaires. Il y a une nécessité de monter en puissance des juridictions spécialisées, une nécessité effectivement dont on parlait lors de la formation aussi des magistrats pour qu'on ait une réponse pénale qui soit vraiment mais adaptée en tout cas aux situations et vraiment dissuasive aussi. Et il y a toute cette nécessité, ces questions autour de la remise en état, mais c'est vrai qu'il y a une plus faible médiatisation de ce contentieux, on va dire, du droit de l'environnement de tous les jours. Au niveau journalistique, moi, j'ai eu l'impression qu'on découvrait le contentieux environnemental au moment de l'affaire du siècle, alors que depuis Oh. quand même une vingtaine, enfin même plus, ouais, une trentaine d'années, en tout cas, il y a des associations de protection de l'environnement qui mènent des contentieux. C'est vrai qu'il y aurait sans doute, effectivement, enfin, ces affaires-là mériteraient sans doute d'être plus médiatisées au niveau du contentieux pénal pour comprendre aussi les implications concernant la justice environnementale, mieux comprendre comment fonctionne la justice, les limites que ça peut présenter. Et en tout cas, ça mériterait, je pense, d'être un peu plus médiatisé, effectivement, ce type de contentieux. C'est vrai qu'il y a certaines associations qui ont en leur sein d'éminents juristes, je pense aux Rivières de Bretagne par exemple, mais ils traitent d'actions qui sont souvent au très très long cours, donc c'est pas toujours évident de les suivre sur plusieurs années, voire plus. Y a-t-il d'autres questions ou allons-nous clore ce webinaire? Telle est la question. Ben, je crois que tout le monde a répondu en faveur de la clôture. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous deux, pour nous avoir consacré du temps. Euh, Est-ce que, oui, dernière question peut-être juste avant la clôture, est-ce que vous nous disiez tout à l'heure que, et avec raison, que la démocratie environnementale subissait quelques coups de canif, on va dire ça comme ça, depuis quelques temps. Est-ce que les avocats vont, je ne sais pas, lancer une initiative pour rappeler aux citoyens qu'il y a un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement et que ces droits commencent à être un tout petit peu rognés par le législateur? Oui, bah, on le fait en réalité. Alors, Jérôme et moi, on est membres du SAF, qui est le syndicat des avocats de France. Et donc, effectivement, dès qu'il y a quelque chose, une proposition de loi ou quelque chose qui est médiatisé, qui marque un recul en matière environnementale, on ne se prive pas de communiquer, de faire des contributions extérieures sur les projets de loi et propositions de loi pour voilà, dénoncer les régressions en matière environnementale qui sont en plus anticonstitutionnelles, hein. Il y a un principe constitutionnel aussi qui est inclus dans la charte, qui va vers l'amélioration constante du droit de l'environnement et donc de non-régression de la matière. Oui, oui, on est mobilisé, que ce soit via notre syndicat ou via le CNB, on est organisé de telle sorte. C'est l'avantage de la matière, c'est qu'en fait, comme on est peu nombreux, on peut se mobiliser assez vite et se coordonner pour travailler assez efficacement quand il y a des urgences qui le méritent. Mais Jérôme, la prochaine fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. avec plaisir. Encore une fois, vous avez nos contacts, je crois, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres échanges ou des questions précises, ou s'il y a des affaires dont vous entendez parler que vous souhaiteriez traiter et que par hasard on serait les avocats d'un de ces dossiers-là, ou si on peut vous mettre en relation avec les confrères saisis, n'hésitez pas. Ça marchera évidemment dans les deux sens.
Merci à vous deux de nous avoir encore une fois consacré du temps et de nous avoir éclairé sur le droit de l'environnement et ses arcanes. Longue vie au guide et puis on attendra la version 2 dans un an si j'ai bien compris. Le guide est téléchargeable sur le site du Conseil national des barreaux et puis j'en tiens évidemment le fichier à la disposition de celles et ceux qui le voudront. Bonne fin de journée à vous tous, bon week-end, joyeux Halloween et à la prochaine. Merci à Merci vous. pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir.